Avec ses hauts murs d'enceinte et une architecture fonctionnelle, le centre pénitentiaire de Fresnes, construit en 1895 au sud de Paris, a longtemps été présenté comme la prison modèle. Aujourd'hui, elle est le symbole du délabrement des prisons françaises. Il y a des rats, il y a des cafards, il y a des puces, il y a tout. C'est le bordel, il faut détruire Fresnes. La contrôleur des prisons vient de rendre un rapport alarmant sur cette maison d'arrêt, photo à l'appui. Les rongeurs et les punaises de lit prolifèrent. Les parloirs sont minuscules, tout est très dégradé, à l'image de cette salle d'attente. La promiscuité est également permanente. Fresnes affiche un taux d'occupation de 202%, 2474 détenus pour 1226 places. Des conditions de vie indignes pour la contrôleur des prisons. Fréquemment, des détenus sont à 3 entassés dans une cellule où il y a des rats, des punaises. On a trouvé des rats même jusque dans le lit d'un surveillant. Tout cela est vraiment une atteinte aux droits de l'homme. Un état des lieux consternant, d'autant que ces conditions de vie sur fond de violence et de manque de personnel sont celles de très nombreux détenus en France. Pour y remédier, le gouvernement a annoncé la création de 16 000 places supplémentaires d'ici 2025. 33 nouvelles prisons devraient voir le jour. Mais faut-il vraiment construire toujours plus ou développer les alternatives à la détention ? Le tout carcéral est-il l'unique réponse au malaise des prisons ? On va en parler avec vous. Pierre Botton, bonsoir. Vous êtes fondateur de l'association Ensemble contre la récidive. Je vois que vous avez un regard rêveur quand vous voyez les images révoltantes qu'on vient de voir. Pas vraiment rêveur, non. Oui, enfin consterné. Vous avez fait 2 ans de prison dans 7 maisons d'arrêt, dont la Santé et dont Fresnes. On en parlera donc avec vous tout à l'heure après les présentations de vos 2 collègues. Selon vous, Pierre Botton, il faut libérer 3000 personnes au minimum pour régler le problème à l'instant T et construire des prisons plus légères pour les petites peines qui prépare mieux, et c'est quand même le but après tout, enfin j'imagine, qui prépare mieux à la sortie. Guillaume Janson, bonsoir. Vous êtes avocat porte-parole de l'Institut pour la justice. Vous considérez qu'il n'y a pas assez de places de prison depuis 30 ans. Il faut élargir le parc carcéral pour que les plusieurs dizaines de milliers de peines qui restent en attente d'exécution puissent être exécutées et que la justice regagne en crédibilité. Dites-le, disons-le à votre voisine, Evelyre Cyr-Marin. Bonsoir, vous êtes magistrate, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous considérez qu'on incarcère beaucoup trop en France, alors qu'on a tout un panel de peines alternatives, mais comme la moitié du budget pénitentiaire, à peu près la moitié, est dédiée à la construction et au fonctionnement de ces prisons, eh bien, on ne développe pas cet arsenal qui serait pourtant plus adapté, selon votre point de vue. Nadia, une question ? Et on démarre le débat. Internautes, oui, qui demandent quelles sont les propositions des différents présidentiables à ce sujet, au sujet des prisons. Pierre Botton, sans rentrer dans le détail des programmes, est-ce que la prison a la place qu'elle mérite dans les débats politiques actuels ? Non, puis ça risque pas de se modifier, puisque de toute façon, c'est pas populaire. Donc voilà, c'est pas populaire, ça amène pas de voix. Donc évidemment que non. Voilà, et pour que ça bouge, c'est horrible à dire, mais quand on s'apercevra qu'on est actuellement dans les prisons françaises en train de former les terroristes de demain, je pense que ça bougera, comme d'habitude, trop tard. Quand je vois un plan à 2025, excusez-moi, mais je ne veux pas être grossier. Mais... Non, ne le soyez pas, on a compris le fond de votre pensée. On va démarrer avec un chiffre. Le chiffre du jour, c'est 10 076, il manque 10 076 places de prison sur environ 68 000 personnes incarcérées. Alors la question, elle est très simple. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de délinquants ? Est-ce que c'est parce qu'on incarcère trop ? Ou parce qu'il n'y a pas assez de place ? Un petit peu détroit, Evelyne Cyr-Marin ? Oui, écoutez, je crois que la délinquance, en fait, en soi, vu les condamnations des tribunaux, n'a pas vraiment augmenté. On est toujours à peu près au même niveau de condamnation, crime, délit, 3000 condamnations pour crime et à peu près 500 000 condamnations pour délit par an. Le problème, c'est qu'en revanche, la réponse pénale est beaucoup plus répressive qu'elle a été. Donc, tout simplement, le nombre de personnes incarcérées a doublé en 30 ans. C'est Adeline Hazan qui le dit. D'accord, donc les juges laxistes, c'est un mythe. Voilà. Les juges laxistes, c'est un mythe. C'est pas tout à fait un mythe dans la matière où j'exerce. Malheureusement, en matière économique et financière, parce que là, il n'y a pas trop de problèmes d'incarcération excessive, sauf depuis quelques temps où peut-être M. Cahuzac a eu 3 ans quand même d'emprisonnement pour une très grave fraude. Alors, à part les matières économiques et financières dont vient de parler Evelyne Cyr-Marin, Guillaume Janson, votre sentiment, il y a trop de laxisme ? Alors, à part ces matières-là, il y a un autre mythe qui est le mythe du tout carcéral en France. Et je pense qu'on en est quand même extrêmement éloigné. Pour ça, c'est quand même assez intéressant de comparer les chiffres de la France avec les chiffres des pays du Conseil de l'Europe. Et là-dessus, on dispose d'éléments assez précis.
précis, puisqu'on sait par exemple qu'en France... Il y a 100 détenus pour 100 000 habitants. Exactement. On sait que, alors ça c'est ce qu'on appelle le taux d'incarcération, 100 détenus pour 100 000 habitants. Et donc, la moyenne en Europe, pas beaucoup en fait c'est pas beaucoup, la moyenne en Europe est à 154. On sait qu'on a 90 places de prison pour 100 000 habitants. En Europe, la moyenne, elle est à 150. Donc on a pris de toute façon beaucoup de retard. Il y a eu une évolution également de la population. Et puis, en réalité, on incarcère plus tard qu'avant dans les matières dans lesquelles on incarcère. Puisqu'évidemment, concrètement, ça veut dire quoi on incarcère? Ça veut dire quoi incarcérer plus tard qu'avant? Ça veut dire que vous avez eu un certain nombre de dispositifs qui ont été développés, qui sont des modes alternatifs à la détention. Et du coup, dans le parcours du délinquant, eh bien, la condamnation à de la prison ferme intervient beaucoup plus tardivement qu'avant. Je vais vous prendre une règle qui est simple, qui a été fixée en 2004 puis en 2009, qui pose comme principe le fait que jusqu'à 2 ans de prison ferme, eh bien, vous n'alliez pas en prison si on ne vous décerne pas un mandat de dépôt à la barre du tribunal, ce qui veut dire si on ne vous passe pas les menottes à l'issue de l'audience. Mais comme les mandats de dépôt sont décernés de façon quasi automatique, c'est une motivation automatique, à savoir que la loi dit que la prison est le dernier recours. Ça, c'est tout à fait juste. En revanche, comme les personnes qui sont jugées en comparution immédiate, qui est vraiment un facteur d'incarcération, sont des personnes pauvres, d'origine immigrée très souvent, et effectivement souvent avec des petites récidives, c'est-à-dire ça fait la 4e fois qu'ils volent des paquets de lames de rasoir dans un supermarché. Ça, c'est vrai. On va en prison pour ça. Et ça, je peux vous assurer, venez en comparution immédiate à Paris, vous allez en prison pour ça, surtout si vous êtes SDF, que vous n'avez pas de garantie de représentation. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça peut être la prison. Mais les modes alternatifs, c'est pour les gens qui ont un domicile, qui ont un boulot. Alors, juste quand même... Pierre Botton, vous êtes un témoin. Ouais, alors moi d'abord, je reconnais. Parce que j'aimerais bien à la différence de beaucoup, je reconnais que je méritais d'aller en prison et que la justice a sauvé ma vie. Mais pour revenir sur les propos de monsieur, qui est avocat quand même, donc il faut entendre ses propos dans la bouche d'un avocat. Je me méfierais si j'étais ses clients. Mais c'est juste de dire qu'il est très représentatif de la plupart de la population française. Les gens veulent qu'on incarcère, parce que ça fait plaisir d'incarcérer. Alors, on va en prison, si, on va en prison, bien sûr, on va en prison, c'est important. L'important aussi, c'est un taux. C'est le taux de récidive. 59% des détenus récidivent. Donc, est-ce que la prison sert à quelque chose? Je ne suis pas contre qu'on construise des prisons. Lesquelles? Beaucoup plus légères. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on incarcère de la même façon quelqu'un qui a pas payer sa pension alimentaire, qui a un problème de délit routier, mais également un terrorisme, mais également de la même façon. Et là, dans ce cas-là, la prison, ça ne sert à rien pour ce genre de... Ah, mais aujourd'hui, la prison, ça ne sert à rien. C'est pas du tout le problème que c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, puisqu'on parle chiffres. Est-ce que la prison, c'est fait pour punir aussi? Est-ce qu'on doit exclure cette partie de la prison? 60% de taux de récidive après une peine ferme, 11% après une peine alternative, travail d'intérêt général, sursis mis à l'épreuve, autre peine alternative. 11% seulement de récidive, 60% en cas de prison ferme. Pour le contribuable, parlons simplement argent. Parlons cyniquement, vous Eh voulez bien, dire écoutez, cyniquement, ça ne marche pas, la prison. Humainement, je ne vous en parle même pas. Pierre Botton, Fresnes, on parle d'une discipline illisible et brutale à Fresnes. On a vu les photos des rats, etc. C'est parce que c'est une extrêmement vieille maison d'arrêt, c'est aussi un centre de détention. Mais le Fresnes où vous avez été incarcéré, c'était ça déjà? Oui, bien sûr, j'en ai fait 7, mais c'est ça partout. Ouais. Mais ce n'est pas tellement ça. Il y a une chose que vous n'avez pas retenue tous, c'est qu'on a retrouvé un rat dans le lit d'un surveillant. Si, on l'a parfaitement entendu. Donc, si vous voulez, quand je vous dis qu'améliorer les conditions de détention des détenus, c'est améliorer les conditions de travail des surveillants, c'est la réalité. Et aujourd'hui, je vous le dis franchement, moi j'ai porté beaucoup d'espoir sur Jean-Jacques Urvoas, qui soutenait nos associations depuis le début, et j'ai honte de ce qu'il fait. Mais j'ai vraiment honte, et je pense que lui aussi en a honte d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des surveillants, on a recruté des surveillants qui sont payés 1 300 € pour garder des terroristes qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. C'est ça la prison en France. Il paraît qu'à Fresnes, 70% des surveillants sont des stagiaires. Oui, parce que c'est une prison-école, donc ils doivent faire leur stage ici. Ils doivent faire le stage. Ça vous semble justifié, Guillaume Janson ? Le fait qu'il y ait 70% de stagiaires, je pense que ça témoigne surtout du fait que... Qui rentrent dans une cellule où il y a 3 personnes qui sont entassées dans... C'est évidemment indigne. C'est évidemment indigne d'avoir... Mais sauf que ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis des années. 30 ans. Bien sûr. Depuis 30 ans, depuis le rapport du docteur Vasseur. Alors, il y a eu d'autres livres qui ont été écrits. Il y en a un qui a été écrit par un directeur de prison qui s'appelle Olivier Morel, qui est sorti il y a quelques années, et qui livre une réalité qui est quand même assez différente de celle livrée par le docteur Vasseur. Donc je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez complexe.
il y a différentes formes de prison, enfin, je veux dire, il y a différents états des prisons aujourd'hui. Heureusement, c'est complexe tout ne quand on ressemble voit pas les après. images, quand on voit les images que l'on voit, quand on voit ce qu'il y a eu au Beaumet, rappelez-vous des Beaumet, bien sûr. il y a 2 ans. Mais bien sûr, Lyon, il y a aussi la prison de la à santé Lyon, qui a fermé. Saint-Luc qui a fermé, et la santé qui a Évidemment. fermé. Non mais, c'est-à-dire, Mais pour ça, on est quand même il faut- dans un état mais pour ça, il faut- d'indignité Il est incontestable. innommable, Il est condamné par incontestable. toutes les cours Sauf de que- justice sauf que, européennes. évidemment, si vous voulez derrière pouvoir rénover des prisons, il faut qu'il y ait des places disponibles. Sinon, la situation va continuer à empirer. Et cette situation, on la voit cette année, il y a eu près de 25 interventions des ERIS, il y a eu 10 prises d'otages. On a vu ce que ça a donné, y compris le fiasco des unités. Votre des voisine unités évoquait dédiées. des peines alternatives et pas assez d'argent dédié à ces peines alternatives. Et Evelyne Firmin. Absolument. Je pense que le travail d'intérêt général, par exemple, permet aux personnes d'abord de se réinsérer, de garder un lien familial, un domicile, etc. C'est vraiment une excellente peine qui est une alternative à l'incarcération. Et par ailleurs, il faut quand même constater que, compte tenu du taux de récidive après la prison, il faut peut-être essayer de faire autre chose. On parlait de l'Europe. Mais enfin, pourquoi la Suisse? Pourquoi la Norvège? Pourquoi la Finlande? Pourquoi l'Allemagne? Le Portugal? Eux y arrivent. C'est quand même pas extraordinaire que de faire en sorte, par exemple, un numerus clausus qui fait que, eh ben, écoutez, on a 58 000 places en prison, eh ben, il n'y a pas plus de détenus que ça. Pourquoi un tiers des gens en prison, ce sont notamment de la circulation routière? Je pense que quand vous êtes alcoolique, quand vous êtes malade mental, comme beaucoup de gens dans les prisons, quand vous êtes toxicomane ou que vous êtes un danger au volant, tout ça, c'est pas la prison qui a une réponse adaptée, je vous assure. Faut vous soigner. Nadia. Faut vous soigner, c'est Alors, tout. il y a aussi des femmes en prison. Vous Oui, nous on en parlez parle assez peu de cette minorité des femmes en prison. Et il y a un chiffre qui est assez étonnant. Au 1er août 2016, les femmes écrouées représentaient à peine 3,5% de la population carcérale, soit un peu plus de 2000 personnes. Et on a en France 56 prisons qui peuvent héberger des femmes et qui sont réparties de façon très inégale sur le territoire et seulement 2 établissements qui leur sont entièrement réservés. Du coup, assez naturellement, comme les hommes, il y a un gros problème de surpopulation. À Marseille, par exemple, on compte 104 détenus pour 67 places et à Mulhouse, le taux d'occupation est de 159%. L'une des conséquences, c'est notamment que les mineurs sont parfois mêlés à des majeurs. Et sur le papier, pourtant, les femmes sont censées avoir exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes en prison. Et bien, la réalité, c'est qu'elles subissent une double peine. C'est ce qu'avait constaté la contrôleure des prisons en février dernier. Par exemple, très concrètement, elles sont donc incarcérées dans des établissements qui accueillent également des hommes, mais elles n'ont absolument pas le droit de les croiser, d'être en contact avec eux. Donc, elles sont perpétuellement accompagnées par une surveillante dans absolument tous leurs déplacements. Et comme il y a un gros problème de sous-effectif, elles se voient refuser des parloirs ou des activités. Et sur les activités, justement, ce sont des femmes qui sont également victimes de stéréotypes de genre. On les cantonne à des activités de buanderie, de couture, de nettoyage, vous confirmez, notamment, encore une fois, pour ne pas croiser les hommes. Pierre Botton, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui. 2 choses. Grâce à l'administration pénitentiaire, dans la maison d'arrêt de Versailles, on a installé des imprimantes 3D qui permettent aux femmes de fabriquer des petits objets qu'elles peuvent remettre à leurs enfants pour créer ce lien familial. Et ce n'est pas vieux, c'est il y a exactement 1 semaine. Pour la première fois dans la maison d'arrêt de femmes, on a installé par FaceTime, les femmes peuvent converser avec leurs enfants par l'intermédiaire de FaceTime pour préserver leur relation familiale. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant pour tout le monde parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas par FaceTime passer quoi que ce soit. Vous avez moins de mouvements, donc moins de personnel. C'est quelque chose qu'on a fait. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que l'administration pénitentiaire, elle suit. Ceux qui ne suivent pas, c'est les politiques. Oui. Quelle politique? Mais restons sur les femmes. Ça veut dire que vous trouvez que la politique faite vis-à-vis des femmes peut être un succès, peut bien marcher? Parce que finalement, quand on voit qu'il n'y a que 3% de femmes incarcérées, on se dit finalement, il y a peut-être une politique. Non, Pierre Botton. je pense que c'est quelque chose de sociétal. Non, ça m'apparaît très important de parler des politiques parce que si vous voulez, quelle politique va être capable, peut-être Jérôme Cahuzac, après son passage en prison, de choisir que 1 euro soit donné plutôt aux prisons plutôt qu'à un hôpital d'enfants cancéreux. C'est là où est le problème. Tant qu'on va opposer ça, à ce moment-là, on n'en sortira pas. Tant qu'on va considérer, et moi je le vis tous les jours, puisque nous sommes financés que par des mécènes privés. Et votre association, hein, oui, c'est ça. on est à chaque fois confronté à ça dans les fondations. Dans les fondations, c'est M. Botton, on a les hôpitaux cancéreux, on a les hôpitaux, on a ça, on a les malades, on a la faim dans le monde. La prison, excusez-moi, mais ils n'avaient qu'à pas faire de conneries. Peut-être que la société également les amène à faire ces conneries-là, parce que comme le dit très justement madame, on a quand même 70% de gens de sensibilité musulmane et 70% de gens qui sont français,
mais d'origine étrangère. On parle de politique, alors faites-nous écouter un politique. Cette absence de consensus politique, il existait il y a 10 ans selon le garde des Sceaux, eh bien, il n'existe plus. On regarde Jean-Jacques Urvoas qui s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1 récemment. Dans les années 2000, quand Mme Vasseur, qui était médecin à la santé, avait fait un livre qui avait choqué les deux assemblées, Sénat et l'Assemblée nationale, avaient fait des rapports d'enquête. L'humiliation de la République se titrait. Consensus. Il faut ce consensus. Alors là, il n'y a pas de consensus, on arrête. Quand Mme Taubira arrive au pouvoir, on construit plus des prisons. Excusez-moi, monsieur, vous avez raté le meilleur. Le meilleur, c'est le 13 juillet, on est désolé, mais chez BFM, un garde des Sceaux en exercice qui vous dit les prisons d'aujourd'hui sont les malheurs de demain. Le 13 juillet, il vous annonce ça, qu'il démissionne. Si c'est ça, s'il n'est pas capable de prendre des décisions, qu'il démissionne. Et j'ai beaucoup d'amitié et personnellement, je sais que c'est un homme de conviction. Mais quand on est à ce stade-là, de pouvoir dire ça, le garde des Sceaux, le 13 juillet, le 14 juillet, d'accord. Okay, le 13 juillet, quand on est capable de dire ça, qu'on démissionne. Et quand on est capable d'annoncer un plan à 2025, c'est ridicule. Là, il n'a pas démissionné, il a annoncé des nouvelles prisons. Est-ce que c'est en 2025 En 2025. Moi aussi, je peux vous annoncer des trucs qui vont se faire dans 40 ans. Je ne serai plus là pour combien de temps alors je tourne la question différemment. Combien de temps mettons à construire une prison? Evelyne Tiermarin et Guillaume Janson. Je pense que si vraiment j'insiste sur la question immédiate qui ne coûte rien et qui serait efficace, c'est de s'interroger sur qui est en prison et faire cette affaire de numerus clausus. Là, déjà, vous libérez sans aucun problème 10 000 places. Après que vous construisiez des prisons pour remplacer les endroits vraiment article 3 de la CEDH, absolument. Commission pour les droits de l'homme. Conditions inhumaines et dégradantes, on est parfaitement d'accord. Je trouve ça très bien que vous ayez parlé tout à l'heure de la question de la famille d'un prisonnier. 55% des Français pensent qu'ils peuvent un jour aller en prison. Et quand on est juge, c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper pour la prison. Il faut absolument mettre tout le monde en prison, très bien. Mais quand on... Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un certain nombre, peu importe. Mais quand ce sont des proches qui sont en prison... Ah, mais madame le juge, mais vraiment, mais vous êtes injuste, il ne le mérite pas, il avait un peu bu, certes, etc. Guillaume Janson, vous percevez ce monde aussi dur Quand ça s'applique aux gens, c'est pas pareil. Je pense qu'il est plutôt salutaire de voir qu'il y a quand même une prise de conscience qui aujourd'hui transcende les partis politiques sur la grave situation de carence de notre pays avec l'état de notre parc carcéral et le fait qu'on n'a pas assez de places de prison pour faire face à la délinquance, pour apporter des sanctions à la hauteur de la gravité des actes qui sont posés. Moi, ça me paraît intéressant. Après, je pense qu'il y a quelque chose dont on ne peut pas non plus faire l'économie, c'est que c'est bien joli d'annoncer 17 000 places, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces prisons? Parce qu'il faut faire dans ces prisons, de ce temps de prison, un temps utile. Et là, en France aussi, on est très très en retard. La réinsertion, vous voulez dire? Alors, évidemment, ça va être en lien avec la réinsertion. Mais il y a plein de choses qui existent dans les pays scandinaves qui peuvent servir de sas. Des exemples concrets. Des exemples concrets. Vous avez des prisons dans lesquelles vous n'avez pas de mirador, vous n'avez pas de barbelés, vous avez des gens qui travaillent, des gens qui sont responsabilisés par le travail et qui savent que s'ils ne respectent pas leurs obligations, ils retournent dans des conditions de détention qui sont plus difficiles. Ça s'appelle la semi-liberté en France. Ça pourrait être utilisé. On travaille la journée et on dort en prison le soir. On a des quoi? Alors, en France, on a une prison qui est sur ce modèle, qui est en Corse. Je pense que c'est des choses qu'on doit exactement. Ce sont des choses qu'effectivement, il faut développer. Mais on ne peut pas faire l'économie également d'une prison qui est adaptée à un profil de délinquant, qui a un profil davantage dangereux. Alors, on parlait tout à l'heure à l'instant de Adeline Nazan, la contrôleuse des prisons. Rappelons que le poste a été créé en 2007. Elle a été nommée, je crois, en 2014. Elle le remplit avec conviction. Elle est célébrée par Thibault Nolte. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Si la surpopulation carcérale en France est régulièrement dénoncée, la contrôleure générale des prisons vient d'utiliser la procédure d'urgence. Alors, faut-il offrir un gyrophare à Adeline Nazan? Adeline Nazan est contrôleure générale des lieux de privation de liberté depuis juillet 2014. Cette magistrate de gauche a été choisie par le président pour fourrer son museau dans les geôles du pays des droits de l'homme. À Fresnes, elle a ouvert les yeux et s'est bouché le nez. Voilà l'État prévenu. Adeline l'a publié au journal officiel. La deuxième tôle de France est un cloaque truffé de rats et de cafards, étriqué, violent et passible de la Cour européenne des droits de l'homme. Mika, il est chelou ton carpaccio de rat, je te jure. Bah, c'est parce que j'ai oublié les champignons dans la sauce au blatte, là. Passe-en un petit peu sur le mur, s'il te plaît.
L'ex-juge pour enfants est sans pitié pour ce monde sans pitié. Adeline vient d'une famille de droite, puis choisit la gauche, s'intéresse au droit, puis choisit la politique chez Jospin en 1992. Elle est ensuite parachutée à Reims, barbote la mairie à la barbe de la droite en 2008, la perd en 2014. Et après le champagne, les oubliettes de la République. C'est Adeline, la fille des prisons, vous la prenez? Mais ça fait 1044 fois qu'elle appelle. Bon, je la prends à 5000, je la prends. Bon, juré. Merci. Au contrôle des onzons, Adeline s'agite. Elle dénonce la discrimination subie par les femmes en prison ou milite pour un numerus clausus, un effectif limite de détenus. L'ingénieuse Adeline Donna Quichotte de la Mancha exerce un métier merveilleux dont tout le monde se fout. Bravo, merci Thibonel. Pierre Baton, quand même, juste sur ce rôle, contrôleur des prisons, c'est un alibi? Non, c'est bien. Je regrette. Non, mais elle crie dans le désert? Non, mais M. Delarue l'avait refusé, Adeline Nazan l'a refusé pareil, et il faut un pouvoir d'injonction. Et elle refuse Non, parce qu'il le refuse. Parce qu'il le refuse, il faut un pouvoir d'injonction, c'est tout. Ensuite, aujourd'hui, nous, on a fait une loi dont vous profitez tous, messieurs les journalistes. Vous pouvez demain, avec un député, avec une caméra, rentrer dans toutes les prisons de France. On a fait passer cette loi, vous voyez, ça... Ils vont même faire des formations aussi. Ça bouge un peu, mais j'adore beaucoup la fin du sketch dans lequel le garçon dit « C'est Adeline Nazan, est-ce que tu la prends? Ça fait 1034 ». J'ai l'impression qu'on peut mettre Adeline Nazan et notre association, c'est à peu près la même. Sur le même les éditos aussi, les journaux, c'est pareil. On en parle quand même. Oui, une dernière question. Qu'est-ce qui fait que la sensibilité à ça est faible? Est-ce que la menace islamiste, est-ce que le terrorisme fait qu'on refuse d'aborder collectivement, de manière plus sereine, le problème des prisons? Encore plus qu'avant? Oui, moi je crois que, si vous voulez, d'abord les politiques et les magistrats sont des sortes de capteurs de l'ambiance sécuritaire de la société, qui n'était pas comme ça il y a 20 ans. Et maintenant qu'on est vraiment dans un, peut-être aussi à cause des attentats, mais bien avant, vous savez bien, depuis 2000, il y a vraiment une ambiance sécuritaire, une demande de répression, et les magistrats, les politiques sont comme des ballons sondes en météorologie. Ils ne sont pas imperméables à ces forces extérieures. Ils ne sont pas du tout extérieures. imperméables à ça, c'est des êtres humains, et ils renvoient effectivement ce qu'ils croient être le désir de répression d'une société qui se replie un peu sur elle-même. Christiane Taubira a quand même essayé. Elle a essayé. Elle n'a pas réussi. En 24 mois, il y a quand même eu 250 morts à peu près de victimes de terrorisme. On sait qu'il y a des liens qui existent. Ça, c'est la réponse à votre question. Entre la grande criminalité, pardon de m'avancer sur les questions. Mais je pense que ce climat, on peut aussi l'entendre parce qu'il y a une angoisse des Français qui est liée à tout cela. Donc voilà, ça participe de cette étape. Et c'est la réponse de leur point de vue. Pierre Breton? Non, je veux juste dire qu'on sait qu'il y a 50% des terroristes qui sont issus des prisons, 75% ou 80% ont eu des problèmes judiciaires. Il y en a un qui n'était pas français, on nous le balance à travers la figure toute la journée. On sait très bien qu'il y a un foyer dans les prisons qui ne cesse d'augmenter. Je jure pour le dire. On ne m'entend pas. On a aujourd'hui 1400 à 1500 gars qui sont radicalisés en prison, qui vont sortir car ce sont des petites peines dont on n'a rien fait en prison pour essayer d'éviter leur radicalisation. Ils vont sortir. Il ne faudra pas s'étonner si demain on a soit un surveillant qui est tué, soit si on a des gars qui sortent et qui vont se faire sauter en sortant de prison. Pierre Breton, et la responsabilité des politiques sera totale. Pierre Breton, l'assassin du Père Hamel était en liberté surveillée, non? Oui, il avait un bracelet. Mais oui, mais un bracelet. Est-ce que c'est systématique? Ça ne suffit pas. Moi, je trouve que Pierre Breton, il dit quelque chose de très juste sur la question des petites peines. Parce que le problème que nous dénonçons quand même à plusieurs, c'est les sorties sèches. C'est-à-dire, les gens sortent de Fleury à midi, à minuit, et puis c'est terminé. Ils se retrouvent à la rue. Et il y a un défaut dans le suivi. Voilà. Merci à tous les trois, c'est le mot de la fin. Dans le cadre de ce débat, dans un instant, l'ouverture